Voilà l'actualité parlementaire ce matin avec les titres de cette actualité. Rebonjour Saveria. Bonjour à tous. La loi anti-casseurs censurée. Le Conseil constitutionnel a retoqué l'article permettant des interdictions administratives de manifester. C'est Emmanuel Macron lui-même qui avait saisi la plus haute juridiction française. Deux autres articles qui autorisent les fouilles et créent un délit de dissimulation du visage ont en revanche été validés. Le Sénat vote le nouveau visage de l'Alsace. Les sénateurs ont adopté hier soir le projet de loi qui entérine la fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. La nouvelle entité s'appellera bien Collectivité européenne d'Alsace. Et puis le Sénat s'empare de la question du financement de la dépendance. Comment financer le grand âge et la fin de vie? Les sénateurs proposent une assurance obligatoire par répartition d'un montant de 12 € par mois en moyenne pour chaque Français. Ils écartent en revanche la piste d'un recours à la solidarité nationale. La loi anti-casseurs censurée. Le Conseil constitutionnel a retoqué l'article permettant des interdictions administratives de manifester. C'est Emmanuel Macron lui-même qui avait saisi la plus haute juridiction française. Deux autres articles qui autorisent les fouilles et créent un délit de dissimulation du visage ont en revanche été validés. Les détails avec Adrien Develay. La décision était attendue. Le Conseil constitutionnel a rendu son verdict sur la loi anti-casseurs. Une loi jugée partiellement anticonstitutionnelle. En effet, l'article 3 de la loi, qui précise les conditions d'interdiction administrative de manifester, a été censuré par les sages du Conseil. Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 3 de la loi des ferrets, permettant à l'autorité administrative, sous certaines conditions, d'interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique et, dans certains cas, de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée d'1 mois. Selon eux, les autorités administratives possèdent dans le texte trop de pouvoir pour apprécier les motifs d'interdiction. Au-delà de la censure de cet article phare de la loi anti-casseurs, le Conseil a entre autres validé les articles 2 et 6 du texte qui organisent les contrôles et fouilles sur réquisition judiciaire et la répression pénale de la dissimulation volontaire du visage. C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui avait lui-même saisi le Conseil constitutionnel sur ces 3 articles de la proposition de loi. Un texte adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat le 12 mars. La loi trouve ses racines dans une proposition de loi du président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, qui espérait ouvrir la possibilité de mettre hors d'état de nuire les casseurs et agresseurs des forces de l'ordre. Voilà, on poursuit cette revue de l'actualité politique et parlementaire avec la dernière ligne droite pour le grand débat, Saveria. Lundi, ce sera la restitution officielle autour d'une cérémonie au Grand Palais. Hier, les sénateurs ont entendu Sébastien Lecornu et Emmanuel Vargon, les ministres en charge de cette consultation. Vous allez le voir, il y a eu beaucoup de questions sur la méthodologie, mais aussi, bien sûr, sur le coût du grand débat. Le récit avec Jonathan Dupriez. Ils ont été auditionnés à la demande des sénateurs. Emmanuel Vargon et Sébastien Lecornu, les deux ministres en charge du grand débat, ont détaillé la méthodologie de la consultation. L'organisation, comme je vous le disais, était inédite. Donc il fallait s'inspirer de ce qui pouvait exister. Le modèle existant le plus évident était bien sûr le modèle d'organisation des élections et des opérations électorales. Depuis près de 3 mois, 10 500 réunions locales se sont tenues et près de 2 millions de contributions en ligne ont été enregistrées. Un volume de données considérable à traiter. Le gouvernement a donc dû externaliser. L'ensemble des contributions libres a été envoyé à la BNF, Bibliothèque nationale de France, qui les a numérisées. Une fois numérisés, ces documents manuscrits ont été envoyés à des entreprises spécialisées pour être retranscrits dans un format numérique harmonisé qui permette l'analyse. Puis 3 prestataires ont été sélectionnés pour cette étape d'analyse. Certains sénateurs ont toutefois pointé des biais méthodologiques, notamment sur la représentativité des données recueillies dans les questionnaires en ligne. Pourquoi avez-vous fait le choix d'une démarche non scientifique qui donne des données chiffrées, mais peu ou pas exploitables? Un grand débat, ce n'est pas un sondage. Ce n'est pas une enquête d'opinion à l'échelle de la nation avec un échantillon qui serait plus important. D'autres ont interpellé le gouvernement quant au coût du grand débat. Je voudrais connaître le coût réel de ce débat pour l'État et pas le coût caché que l'on découvrira peut-être plus tard. Nous avions estimé le coût global entre 10 et 15 millions d'euros. On va être globalement à 12 millions d'euros. Les débats sur le coût du grand débat me semblent intéressants, mais justement, ils sont à mettre en perspective de ce que coûte la démocratie. Et pour moi, la démocratie, monsieur le sénateur, n'a pas de prix.
La restitution du grand débat par le Premier ministre aura lieu lundi au Grand Palais. À la suite de cette intervention, les sénateurs débattront le 10 avril dans l'hémicycle, en présence du gouvernement. Le Sénat s'empare de la question du financement de la dépendance. Comment financer le grand âge et la fin de vie? Les sénateurs proposent une assurance obligatoire par répartition d'un montant de 12 € par mois en moyenne pour chaque Français. Explication Fabien Recker. 30 milliards d'euros. C'est le coût estimé de la prise en charge des personnes dépendantes en France chaque année. Et ce chiffre pourrait doubler d'ici 2060. Pour la Commission des affaires sociales du Sénat, il est plus que temps de créer un financement spécifique à la prise en charge de la dépendance. Reculer encore aujourd'hui une décision importante pour la prise en charge de la dépendance, c'est ne pas être assez responsable. Je crois qu'on ne peut plus tolérer ce qui se passe un peu partout pour tous nos parents, parce qu'on est tous concernés par ce problème-là, et il faut qu'on arrive à le résoudre d'une façon durable et équitable. D'autant que les familles portent aujourd'hui une part importante du financement. 7 milliards d'euros par an, soit en moyenne 490 € par mois pour une personne dépendante. Pour combler ce reste à charge, les sénateurs proposent de créer une nouvelle cotisation obligatoire dès l'entrée dans la vie active. 12 € par mois en moyenne permettrait d'assurer, selon leurs estimations, un complément de pension de 500 € mensuels dès l'entrée en dépendance. Les rapporteurs proposent aussi de confier au seul département le pilotage de la prise en charge, dont le financement est aujourd'hui en partie géré par les régions. L'échelon départemental est pour nous le bon échelon pour pouvoir au plus juste et de manière globale s'intéresser et aider au financement des personnes en établissement mais aussi à domicile. Une prise en charge à domicile qui doit être favorisée grâce à plus de prévention pour éviter les entrées prématurées en établissement. Le contenu du rapport devrait nourrir des propositions pour le prochain projet de loi de finances de la sécurité sociale. Voilà, on va passer dans un instant au face-à-face pour poursuivre Territoire Sénat. C'est Alain Fouché qui nous attend, le sénateur Les Indépendants de la Vienne. A tout de suite. Bonjour Alain Fouché, merci d'être présent sur ce plateau ce matin. Merci à vous. Face à face. Bonjour Alain Fouché. Le Sénat est revenu à l'occasion de l'examen de la loi mobilité sur les 80 km/h. C'est d'ailleurs en fait la loi qui limite la vitesse sur les routes secondaires à 80 km/h. Vous ne pensez pas que c'est une erreur alors que les chiffres de la mortalité routière, de la sécurité routière ont explosé en février? C'est-à-dire que les chiffres de la mortalité ont explosé depuis qu'on a mis les 80 km/h. C'est à cause des 80 km/h que ces chiffres ont augmenté? Simplement pour vous dire que les décisions qui ont été prises de mettre tout le réseau routier à 80 km/h n'apportent aucune solution. C'est une décision qui a été prise par le Premier ministre sans concertation aucune, et on a mis toutes les routes à 80 km/h après avoir fait des essais il y a 2 ans en Saône-et-Loire. Et en définitive, on s'est aperçu que ces essais étaient négatifs et qu'en mettant la route à 80 km/h, il y avait plus d'accidents. J'entends bien votre opposition à cette mesure, à cette limitation à 80 km/h, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment le fait de limiter la vitesse sur les routes peut augmenter le nombre de morts sur les routes, justement. Parce que, d'abord, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Il fallait faire ce qu'on a proposé dès le début, c'est-à-dire réunir les préfets, les présidents de département, les maires qui connaissent le mieux leur territoire, les policiers, les gendarmes, et dire telle petite route, elle ne sera pas à 80-70, telle autre sera à 80, telle autre sera à 90. En fait, tout est à 80, même des grands axes routiers de routes départementales, ce qui fait qu'il y a des files de voitures qui se suivent et qu'il y a des voitures qui doublent 5, 6, 7, 8 voitures. Les gendarmes vous le diront. Donc en fait, ça provoque plus d'accidents. C'est beaucoup plus négatif que positif. Donc pour vous, l'augmentation du nombre de morts sur les routes, c'est l'échec total, hein, c'est ça de la politique du gouvernement? C'est l'échec total. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas plus globalement dans la politique du gouvernement de sécurité routière? Eh ben, écoutez, il faut laisser comme je le proposais, laisser les départements, les préfets, les maires, etc., décider de la vitesse qui sera utilisée sur telle et telle route. Bon, voilà. Mais pourtant, tous les rapports, toutes les expertises prouvent que c'est en baissant la vitesse sur les routes, en contrôlant cette vitesse, en mettant des radars, que la mortalité routière, que les accidents baissent. Écoutez, les radars sont souvent mis dans des endroits qui ne sont pas forcément des endroits les plus dangereux. Bon, le gouvernement a mis des radars partout. Il y a des voitures
qui sont équipés de radars. Et le ministre de l'Intérieur, M. Collomb, a dit qu'en définitive, c'est une bonne opération parce qu'on passerait de 2 millions d'amendes à 12 millions d'amendes. Donc il y a aussi dans ce cadre-là une opération raquette parce que l'État a besoin d'argent. Vous voulez dire que les radars sont une source de financement pour le gouvernement ? Énormément. Et il faut savoir aussi que les recettes des radars sont faites pour améliorer la sécurité routière, pour faire des travaux sur les routes, et qu'il y a 30% qui sont utilisés pour le remboursement de la dette de l'État. Donc tout ça, c'est pas une bonne mesure. La bonne mesure, c'est celle qu'on propose. D'ailleurs, la mesure des 80 km/h, le ministre de l'Intérieur était contre, celui de l'aménagement du territoire était contre, et le président de la République, ça n'a pas été démenti, a dit que c'est une connerie. Donc je pense que... Alors, quelle est la bonne mesure ? Qu'est-ce que vous préconisez ? C'est ce qu'a voté le Sénat, c'est-à-dire de la limiter, que ce soit à la discrétion du préfet et des départements. Oui, en liaison avec l'État, le préfet, le département, la police, la gendarmerie, les maires, et tout ça en liaison avec les autres départements. C'est très simple. Pourquoi avoir fait un truc très compliqué qui ne fonctionne pas et qui donne de mauvais résultats ? Le sujet des radars, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a révélé que 75% des radars en France ont été détruits ou dégradés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, depuis la mi-novembre. Est-ce que vous êtes d'accord pour lier l'augmentation de la sécurité routière à cette destruction, à cette dégradation de radars ? D'abord, il n'y a pas eu autant de radars de dégradés, contrairement à ce qu'il dit. Il y a certains radars qui ont été dégradés, et il y a d'autres radars qui, en fait, sont entourés de bandes, tout simplement. Donc, ce que je voudrais avoir comme statistique, mais j'ai déjà des éléments là-dessus, c'est qu'en définitive, les accidents n'ont pas lieu là où les radars ont été détruits, en définitive. Ils disent que les accidents augmentent parce que c'est là que les radars ont été détruits. Si demain matin, madame, vous partez à Rouen demain matin, vous allez arriver, vous allez voir un panneau sur la route qui vous indique attention au radar. Vous ne savez pas si le radar est cassé ou pas cassé. Vous ne pouvez pas le deviner. Donc vous allez naturellement ralentir. Il ne faut pas raconter d'histoires. Ça, ce sont des histoires qui sont racontées pour faire passer la pilule. En fait, pour ramasser le plus de pognon possible. Alain Fouché, l'autre sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, ce sont les caméras piétons. Vous les avez, ce sujet des caméras piétons, ça a fait l'objet d'un rapport. Vous avez déposé un rapport. Qu'est-ce que vous préconisez sur les caméras piétons en matière de sécurité routière ? Bon, en fait, j'ai travaillé avec le sénateur Bonhomme sur un rapport sur la sécurité dans les transports et dans les gares, qui concerne la SNCF et la RATP. Et donc, on a fait un certain nombre d'amendements. Et l'avantage de la caméra piéton, c'est qu'elle permet, en fait, d'abord aux gens de voir qu'il y a dans les gares ou dans les stations des gens qui sont des gens de l'administration ferroviaire qui sont équipés de caméras. Donc, ils font attention, ils se méfient. Donc, ça rassure naturellement le public. Et ça permet aussi de filmer. Et donc, s'il y a quelque chose, de voir ce qui se passe. Regardez dans le métro. Il y a des caméras partout dans le métro. On arrive quand il y a des incidents, des accidents, quand quelqu'un pousse un passager sur la voie, on arrive à trouver les gens grâce aux caméras. Donc nous, on a fait un certain nombre d'amendements, c'est-à-dire que les services de sécurité de la SNCF et de la RATP sont équipés en expérimentation, il y en a de plus en plus jusqu'en 2020, de caméras boutons, donc c'est à l'intérieur des trains, c'est dans les gares. Dans les gares, il y en a qui se baladent, et tout ça est vu sur écran, peut être vu sur écran aussi. Ensuite, ça permet d'augmenter la sécurité des passagers, c'est bien ça ? Des passagers. Ensuite, le sénateur, un autre sénateur de Caux a déposé une proposition de loi, notamment qui étend l'utilisation des caméras boutons à la fois aux pompiers et au personnel pénitentiaire. Et puis, dans le dernier texte, la loi sur la mobilité, on a déposé un certain nombre d'amendements qui fait que les agents assermentés, contrôleurs des titres de transport, aussi bien dans les trains que dans les bus, auront des caméras boutons. À quoi ça sert ? C'est pour aussi prévenir les agressions contre le personnel ? Et enfin, ça sert... Les gens, d'abord, ça évite les agressions. Vous savez, le conducteur de bus, c'est quand même assez dangereux. Bon, il y a des contrôleurs, les gens voient des contrôleurs avec des caméras, ils disent, tiens, je suis filmé. Et la caméra, elle est reliée à un standard. Dissuasif. Elle est reliée à un grand standard avec des écrans qui voient ce qui se passe. Donc ça sécurise. Ça sécurise à la fois les passagers, mais ça sécurise aussi les contrôleurs qui sont très souvent agressés. Et le dernier point, sur lequel on a fait voter un amendement, que j'ai co-signé naturellement, ce sont les vidéos embarquées sur un certain nombre de véhicules, sur les bus par exemple. Devant, sur les bus, il y aura des caméras devant qui permettront de voir en cas d'incident, en cas d'accident,
en cas de choc, etc., ce qui s'est exactement passé. Voilà. Donc c'est un système qui va se développer d'une manière plus forte, mais qui est essentiel pour la sécurité à la fois des et qui a fait ses preuves donc, en matière de sécurité, c'est ce que vous nous dites. Et oui, et à la fois des personnels. Très bien, merci. Un petit mot, je voudrais vous interroger. Vous êtes sénateur de la Vienne et en juin 2002, vous aviez succédé à Jean-Pierre Raffarin quand il est devenu Premier ministre, donc proche de Jean-Pierre Raffarin. Est-ce qu'il est heureux, éloigné de la politique maintenant, Jean-Pierre Raffarin? Alors Jean-Pierre Raffarin, je le vois très souvent. C'est lui qui a pris la décision de partir. Il avait tout fait en fait. Il a été Premier ministre. Il était ici président de la Commission des Affaires étrangères et des Armées. Donc ça s'est terminé en 2020. Il est heureux quand vous le voyez. Il est très heureux. Il est très heureux parce que il a monté cette association cétogène. On l'a vu au dîner officiel donné pour le président chinois, le dîner d'État à l'Élysée, l'autre jour. On l'a vu arriver à l'Élysée, donc il reste proche. Oui, d'abord, il est en liaison permanente avec la Chine. Ensuite, il a ce grand mouvement pour la paix auquel participent des premiers ministres en exercice, des anciens premiers ministres. Donc, les choses se passeraient bien. Vous savez, c'est pas parce que vous ne le voyez pas à la télé tous les matins. Mais vous regrettez qu'il ait invité tous les jours. La vie politique active. Il est invité tous les jours sur les plateaux de télé, mais pour l'instant, bon, il reste un peu, il bouge moins. Mais il travaille énormément et les choses se passent bien. Vous me disiez? Vous regrettez qu'il ait quitté la vie politique active? Je regrette qu'il ait quitté le Sénat, mais il est toujours dans la vie politique quand même, parce qu'on l'interroge toujours beaucoup. Je le vois très souvent, je travaille avec lui et je le trouve très détendu et très battant et plein d'idées et de force. En fait, il a repris une deuxième vie, une deuxième jeunesse. Il a un bon ami avec vous, Alain Fouché, sénateur Les Indépendants de la Vienne. Merci d'avoir été notre Merci invité. beaucoup. Merci à vous. À l'agenda, ce qui se passe au Sénat la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, les temps forts de la semaine prochaine, mardi à 14h, une audition importante, l'audition de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, auditionné sur le projet de loi pour une école de la confiance, audition devant la commission de la culture, alors que le texte, cette réforme, mobilise bien sûr les syndicats d'enseignants contre lui. Mardi, toujours à 14h30, la nouvelle lecture de la loi PAC, le projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises. Les sénateurs ne devraient pas examiner le texte, ils devraient le rejeter avant même son examen, car une question préalable a été adoptée en commission. Et puis l'autre grand temps fort la semaine prochaine, ce sera mercredi à 16h30, déclaration du gouvernement suivie d'un débat relatif au grand débat national. C'est en séance, ce sera à suivre bien sûr en direct et en intégralité sur notre antenne. Voilà pour ce qui se passera au Sénat la semaine prochaine et sur Public Sénat. Tout de suite, c'est l'œil 2 et c'est celui de Quentin Calmet, comme souvent le vendredi. À tout de suite. Voilà. Il arrive bardé de tweets dans sa main. Bonjour Cyril. Bonjour Quentin, merci d'être là ce matin. Mais avec plaisir, je suis ravi de vous retrouver. Tout à fait. Bonjour Quentin, comme chaque jour, on va revenir avec vous bien sûr sur les faits marquants de la semaine au travers des tweets des sénateurs. Et on commence par hier la décision du Conseil constitutionnel de retoquer une partie de la loi anti-casseurs. Voilà, en particulier l'article 3, le Conseil constitutionnel qui a retoqué la disposition la plus controversée du texte, celle qui devait permettre au préfet de prononcer les interdictions de manifester. Cette mesure, elle avait beaucoup été dénoncée notamment par les sénateurs de gauche dès le début de l'examen de cette PPL à l'origine, donc qui était examinée dès l'automne dernier. La gauche était montée au créneau, donc c'est eux qui les premiers hier ont salué la décision du Conseil constitutionnel dès que la diffusion de la nouvelle a été faite. Regardez par exemple Martial Bourquin, le sénateur socialiste du Doubs, il a salué une victoire pour la démocratie et l'état de droit. Et donc, pour les sénateurs de gauche, c'est bien la censure de l'article 3 qu'il faut saluer. Fabien Gay, il a écrit, c'est un élu communiste, il a écrit « Le Conseil constitutionnel censure l'article 3 de la loi anti-casseurs sur l'interdiction administrative de manifester. Une décision salutaire pour nos libertés individuelles et collectives. Sérieux revers pour le gouvernement et la droite sénatoriale à l'origine du texte. » Alors justement, la droite sénatoriale, comment elle a réagi? Eh bien oui, effectivement, la droite, on sait que c'est eux qui ont initié ce texte. Ce sont les sénateurs LR avec Bruno Retailleau qui était le patron des sénateurs LR qui avait déposé cette proposition de loi. Et donc les sénateurs LR, ils ont dû comme ça réagir un petit peu en disant bon déjà que certaines mesures avaient été adoptées. Regardez François Grosdidier qui dit le Conseil constitue confirme le délit de dissimulation du visage,
le contrôle et les fouilles sur réquisition du procureur, ainsi que le principe de casseur-payeur. Mais donc, sur l'article 3, le fameux article 3, eh bien, le sénateur LR, il a expliqué que le Conseil constitue censure l'interdiction administrative à cause de la rédaction par l'Assemblée nationale plus large et floue que celle du Sénat. Ce serait donc la faute aux députés, à la majorité En Marche, qui, lors de la navette parlementaire, a réécrit le texte. L'autre temps fort cette semaine, Quentin, c'était l'audition hier au Sénat des deux ministres en charge de l'animation de la consultation du grand débat national. Oui, une audition que vous avez pu suivre sur Public Sénat, que vous avez présenté, Saveria. C'était Emmanuel Vargon et Sébastien Lecornu qui étaient auditionnés sur la méthodologie du grand débat. Eh bien, ça a fait un petit peu, ça a provoqué un problème pour certains sénateurs. Elle est comme Guillaume Gontard qui a dit, c'est quand même curieux de débattre de la méthodologie après l'organisation du grand débat. On fait et on discute après. Voilà la méthode gouvernementale, l'opération communication continue. Donc des sénateurs hier qui se sont montrés très critiques, on le voit, même très sceptiques. Regardez comme Victorin Lurel, le sénateur socialiste, il a écrit « Feu roulant de questions au ministre Sébastien Lecornu et Emmanuel Vargon sur le grand débat national ». Sa méthodologie, son organisation, son coût, sa restitution, son suivi, l'association des élus, la traduction dans la loi et les décrets. Beaucoup de scepticisme et de soupçons. On suit tous l'affaire. Et donc avec un enjeu désormais, c'est cette restitution, comme l'a aussi dit Nathalie Delattre. Elle a analysé, elle est radicale, elle a dit « En réalité, il s'agit d'un grand témoignage national qu'il faudra traduire en politique publique garante de l'intérêt général. » Et effectivement, la question de la traduction, vous le disiez tout à l'heure, c'est l'enjeu de la semaine prochaine. Alors dans cette audition, on a pu voir un moment de tension en particulier. C'est lorsqu'il a été question du coût du débat, du grand débat. Tout à fait, effectivement. Le budget du grand débat qui était initialement de 4 millions d'euros. Hier, c'est le chiffre de 12 millions qui a été répété par les ministres. Et donc les sénateurs sont montés au créneau pour s'interroger sur le coût réel de ce débat, effectivement, comme par exemple Philippe Dominati, et qui a d'ailleurs mentionné dans son interrogation au ministre, il a posé une question, y aura-t-il des factures, des prestataires de services à rémunérer plus tard? Et donc le ministre lui a répondu, il a voulu plutôt comparer le coût de ce 12 millions de grand débat au prix, par exemple, d'une élection présidentielle qui est, elle, de 250 millions d'euros. Comme chaque semaine, Quentin, on termine avec un sujet un peu plus léger. Voilà, effectivement, le Sénat, Chambre des territoires, c'est bien, des fois il y a des sujets un petit peu en apparence plus légers qui s'invitent à l'ordre du jour de la Chambre haute, mais en vrai, derrière, ce sont des sujets très graves. Cette semaine, c'était la question de la guerre autour de l'appellation camembert. Voilà, on en a parlé. Oui, tout à fait, vous en avez parlé cette semaine également. Et donc, entre défenseurs du fromage uniquement au lait cru et ceux qui sont les partisans d'une appellation d'origine contrôlée ouverte au camembert, avec du lait pasteurisé. Un débat très sérieux et donc à la clé, quelques photos on a pu glaner ici et là. Et donc avec ces personnages toujours un peu étranges, ces chevaliers de l'ordre du camembert. Alors on avait déjà eu il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les chevaliers de l'ordre du brie. Ouais. Maintenant c'était le camembert. C'est toujours assez amusant de voir ces personnages avec leurs tuniques. C'est vrai que dans les placards d'un certain nombre de sénateurs, des élus de ces régions ont mis des camemberts. C'était à l'Assemblée nationale, je crois. Oui, c'était effectivement le lobbying des parlementaires. Ils sont restés combien de temps? Vous n'avez pas l'info? Je n'ai pas l'info. Merci Quentin Calmet. Merci Cyril. À bientôt. Merci, tout de suite, c'est la revue de presse de la une de la presse quotidienne régionale. Dans un tout petit instant, on s'y retrouve. Merci. Voilà, on commence avec Presse Océan. Chez les jeunes, 1 sur 4 estime être mal informés. Il s'agit du sida. Les chiffres sont inquiétants, Saveria. Le SIDAction débute aujourd'hui et si le virus ne fait plus peur, les derniers chiffres sont plutôt inquiétants. Dans la région de Nantes, il y a 150 nouveaux cas par an. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se disent moins bien informés au sujet du sida, un contexte de banalisation du VIH et du sida que déplorent les experts. Et constater aussi une méconnaissance de ce virus, notamment chez les jeunes. 1 sur 4 estime être mal informés sur la question. Selon un récent sondage de SIDAction, 25 000 personnes en France seraient porteuses du VIH sans le savoir. Voilà, à la une de l'Union de Reims, ce qui peut sortir du grand débat. Tout le monde se pose un peu la question. Et en début de semaine, il va falloir tenter pour le gouvernement de le résoudre. Dernière ligne droite pour le grand débat. Lundi, ce sera la restitution officielle autour d'une cérémonie au Grand Palais avec Édouard Philippe. Hier, les sénateurs ont entendu Emmanuel Vargon et Sébastien Lecornu, les ministres en charge de cette consultation. Mercredi, les sénateurs débattront dans l'hémicycle autour du grand débat. Tout le monde attend désormais les annonces du président de la République. Quelles sont les mesures possibles ou non? Annonce fiscale, annonce économique, annonce sociale. C'est à lire dans l'Union aujourd'hui.
Après le travail précarisé, c'est l'essor du micro-travail. Expliquez-nous quel est ce nouveau terme qui surgit dans le vocabulaire. C'était à la une du Républicain Lorrain. Après le travail précarisé, l'ubérisation, bienvenue dans le micro-travail. De plus en plus de plateformes proposent à des êtres humains de travailler pour des intelligences artificielles, des micro-tâches de quelques minutes derrière son clavier pour quelques centimes. C'est le dernier avatar du capitalisme numérique. Le micro-travail remet au goût du jour le travail à la tâche, un travail mal payé et socialement désastreux. Il y aura en France 330 000 micro-travailleurs du clic. Merci beaucoup Saveria. On vous retrouve évidemment lundi pour la partie parlementaire de notre émission. Bon week-end à vous. Nous on continue. Dans un instant, c'est la météo des territoires de Gilles Mourou. Le temps qu'il fait en France aujourd'hui, vous allez voir, ça s'améliore bien pour ce week-end. Puis ensuite, c'est le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé hier soir. Un petit résumé aussi de ce qu'il y a eu dans le débat à la télévision, le premier débat des Européennes. Et puis, ce qui s'est passé ce matin dans les autres matinales d'infos chez nos confrères. Et puis nous, on se retrouve après. À tout de suite. Très bonne journée. Très bon week-end. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Ce devait être un débat à 9 au départ, les 9 têtes des principales listes pour les européennes. Sauf que 3 partis ont porté l'affaire devant la justice. Benoît Hamon pour Génération, Florian Philippot pour les Patriotes et François Asselineau pour l'UPR. J'ai quand même une chose à dire, c'est que j'ai apporté... Non, monsieur Asselineau, il y a des règles, vous aurez l'occasion d'en parler. La solution, la clé des Brexit, la clé bleu-blanc-rouge, évidemment, pour en sortir. La justice a tranché une première fois en leur donnant raison. France 2 a donc ajouté 3 pupitres. Puis le Conseil d'État a retranché, c'était ce matin, en leur donnant tort. Le principal, c'est que ça commence ce soir. On remet les pendules à zéro. Le débat, il existe. Et il va être, je pense, plus intéressant que si nous n'avions pas été là. Quand j'avais l'âge de M. Bardella, il y avait un mur. Ce mur, il s'est effondré. Personne ne s'y attendait. Et il se trouve que ce soir-là, en novembre 89, on s'était fait le serment à des millions d'Européens qu'on ne reconstruirait jamais de murs. On vient d'entendre ceux qui veulent reconstruire des murs. Les élus nationalistes ont choisi d'être parmi les manifestants plutôt qu'au grand débat. Le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, a refusé de rencontrer le président de la République. Et on reconstruit des murs parce qu'en fait on a trahi cette promesse, monsieur Lagarde, la promesse qui a été faite à tous les Européens à la chute du mur de Berlin. On l'a trahi parce qu'on l'a confié à des banquiers et à des technocrates sans âme. Je pense que les Corses méritent mieux que des guerres de tranchées ou de position. Les Corses, ils ont besoin, comme vous, élus que vous êtes, de solutions concrètes pour que la vie s'améliore. Nous sommes menacés de sortir de l'histoire à cause de notre impuissance à faire face à la guerre économique, à cause de la naïveté dont nous faisons preuve depuis trop longtemps maintenant. Menacés de sortir de l'histoire à cause de notre impuissance à faire face au défi migratoire qui est devant nous et non pas derrière nous. Rien ne pourra avancer si avec la jeunesse, avec toutes celles et ceux qui veulent porter cette part d'identité corse, on ne dit pas aussi, on ne condamne pas aussi les crimes qui ont été commis. Parce que tant qu'on ne sera pas clair sur la condamnation des crimes, on ne pourra pas me dire « attention, ne réveillons pas la violence ». On voit que quand on parle un peu vite, avec des solutions à l'emporte-pièce, aujourd'hui, personne n'empêche les Britanniques de sortir, mais les Britanniques, ils ne savent pas où ils veulent aller, ils sont perdus, c'est la division et c'est le chaos. Venir essayer de tirer argument de cette affaire, de ce drame, pour refuser le dialogue à la Corse et considérer l'ensemble des Corses comme responsables collectivement de ce drame, je crois que c'est quelque chose qui n'est même pas raisonnable. Moi, hier, je l'ai écouté, ce débat. Aucun n'a expliqué que la situation ne peut changer qu'avec un rapport de force, que si les travailleurs, effectivement, s'imposent dans la rue.
Voilà, vos rendez-vous du week-end. Demain matin, c'est le JT des territoires que vous retrouverez, je vous le présenterai. Et puis dimanche matin, je vous présente également le best-of de Territoire d'Info, les meilleurs entretiens politiques de la semaine résumés. Et puis lundi, c'est Benoît Hamon, l'ancien candidat socialiste à la présidentielle, le candidat Génération aux européennes, qui sera sur ce plateau, notre invité en direct. Voilà, merci de votre fidélité. Bon week-end à tous et à demain, dimanche et lundi. Au revoir.